Bonjour à tous, dans cette séance numéro 16, nous attaquons enfin le chapitre sur la programmation orientée objet en C++ et nous allons revenir sur ce que nous avions vu précédemment concernant les structures. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente qu'avec une structure, nous faisions un regroupement de données, une agrégation de données, et que nous pouvons comme ça créer de nouveaux types de données au niveau de notre langage qu'on peut ensuite déclarer, et nous avons un accès public au niveau des différentes données, donc nous pouvons accéder aux données membres de la structure et nous pouvons également les modifier. Je vous avais dit également que nous irions un petit peu plus loin parce qu'en réalité, ça c'est ce que nous avions notamment hérité du langage C, donc le principe de structure, mais ce terme a été gardé pour C++. Pour pouvoir faire de la programmation orientée objet, c'est-à-dire de pouvoir créer des objets, notamment à partir de classes, puisqu'on parle de classes précisément, pour des questions de compatibilité avec le C, puisqu'il y a un héritage en fait qu'a récupéré C++, nous avons gardé ce terme de struct, mais ce terme de struct, pour les structures, admet en fait par défaut que les données sont publiques, chose qui va à l'encontre finalement d'une des règles que nous aurons et que nous allons aborder en programmation orientée objet, qui est l'encapsulation des données. La programmation objet va nous permettre en fait de réfléchir autrement sur la manière de concevoir nos programmes. Alors si vous voulez un maximum de détails sur ce paradigme avec des schémas, etc., je vous invite à aller voir dans la playlist Aide, vous avez une vidéo programmation orientée objet avec vraiment beaucoup plus de détails que ce que je pourrais donner ici, puisque là je vais surtout parler d'une application au C++, mais dans la playlist Aide, vous avez une vidéo déjà beaucoup plus globale. Prenons un exemple très simple. Si nous fonctionnons sans programmation objet, d'accord, tel que nous l'avons fait jusqu'à présent, et que vous vouliez par exemple pouvoir conduire une voiture, donc vous déplacer avec un véhicule, je pourrais vous fournir toutes les données finalement de ce véhicule, à savoir, bon, ici dans ce cas précis, les composants, les matériaux, etc. Donc les pneus, le volant, les sièges, etc., le pare-brise, le moteur, bref, les plaquettes de frein. On peut donner tout ça, et puis bon, en gros, vous vous débrouillez avec ça. C'est-à-dire que vous vous débrouillez pour fabriquer le truc, pour voir comment ça marche, ou même éventuellement je vous fournis un manuel, hein, voilà, on peut être sympa, je vous fournis tout le manuel pour vous expliquer voilà, comment fonctionne le moteur, comment faut monter tout le système de freinage et l'ABS, et ensuite le pare-brise, comment il faut le poser, bref. Alors je rappelle que vous vouliez juste vous déplacer avec un véhicule, d'accord? Ça c'est les données, on réfléchit en termes de données sur l'ensemble des informations que nous avons. Avec la programmation orientée objet, le principe premier de ce paradigme, c'est d'apporter une couche d'abstraction. On ne va plus réfléchir de cette manière-là, d'accord, au niveau des données que nous avons, mais plus fournir directement la chose, en tout cas un modèle, un moule de fabrication, c'est ce que nous ferons avec les classes, et ensuite nous allons proposer, cela va permettre de proposer des fonctionnalités, ça va rendre des services. Dit autrement, reprenant mon exemple juste avant, c'est de vous fournir directement le véhicule, et ensuite de vous fournir éventuellement comme seul manuel, même si bon, dans ce cas précis, logiquement on passe le permis de conduire, hein, on fait le code de la route et ensuite on fait quelques heures de conduite pour pouvoir conduire, donc éventuellement un manuel sur juste le nécessaire, c'est-à-dire comment en fait on démarre, etc., si jamais vous ne le saviez pas, mais voilà, on réfléchit en termes de service, c'est-à-dire le fait que vous pouvez ouvrir les portes, que vous pouvez utiliser le coffre, que vous pouvez ouvrir le capot, que vous pouvez descendre les fenêtres, mettre la radio, etc., démarrer, tourner le volant, vous voyez, des fonctionnalités qui remplissent directement, qui fournissent précisément le service que vous attendez. Donc on a cette couche d'abstraction. À aucun moment dans cette manière de concevoir les choses, on ne vous aura expliqué comment fonctionne votre moteur. D'accord ? Et en fait, vous n'avez pas besoin de savoir précisément comment a été fabriqué le moteur, comment il fonctionne précisément pour pouvoir conduire votre véhicule. Et bien la couche d'abstraction apportée par la programmation orientée objet, c'est ce principe même. D'accord ? Nous fournissons un modèle très abstrait, une sorte de boîte noire, avec différents services, différentes fonctionnalités que ça peut proposer, et on peut l'utiliser et le réutiliser tel quel. Avec l'héritage du C, du langage C pour C++, nous avions donc gardé ce terme structure, pour struct pour les structures, avec les différentes données qui sont publiques par défaut. Je vous ai expliqué qu'il y a un pilier important, une partie importante en programmation objet qui est l'encapsulation. Et on aura d'ailleurs deux autres piliers très importants. En plus de l'encapsulation, nous aurons, et nous aborderons ça, l'héritage et le polymorphisme. Ce sont vraiment les trois points essentiels en programmation objet que nous aborderons ensemble. Comme ici nous avons des données qui sont publiques par défaut, et qu'on ne veut pas spécialement faire du regroupement, on va travailler avec un autre mot-clé.
Ils auraient pu se contenter de ce mot-clé, les concepteurs de C++, on aurait pu rester là-dessus pour créer nos classes également, mais il aurait fallu éventuellement changer le niveau d'accès ou le comportement par défaut des données, par exemple de les mettre privées et que ce ne soit pas public. Privé pourquoi? Parce que, encore une fois, vous n'avez pas besoin de savoir comment a été construit et comment ont été mis en place tous les mécaniques et les mécanismes du moteur pour pouvoir conduire votre véhicule. Donc on veut cacher ces choses-là, on les met privées et on vous fournit publiquement que les fonctionnalités, le fait de conduire, de démarrer, etc. etc. Comme il ne fallait pas casser la compatibilité avec le langage C, en tout cas c'est le choix qu'ont fait les concepteurs, et bien ils ont créé un autre mot-clé. Donc ici, part du principe, je vais vous le noter en commentaire rapidement, voilà, il va compléter, que struct, par défaut, les données sont publiques. D'accord? On va directement là-dedans. En revanche, l'introduction du mot-clé class permet d'avoir des données privées. Encore une fois, par défaut, parce qu'on va voir qu'il y a des mots-clés pour changer les niveaux d'accès éventuellement. Le conseil que je peux vous donner, enfin le conseil, je peux vous essayer d'expliquer en tout cas moi comment j'utilise plutôt l'un plutôt l'autre, après vous faites ce que vous voulez, en soi je suis pas derrière vous non plus, c'est que j'ai l'habitude personnellement d'utiliser struct pour faire vraiment un regroupement de données, puisque c'est ce que je faisais en C, donc ça me semble plus logique de faire ça aussi en C++, quand on veut regrouper des données telles quelles. Vous voyez par exemple j'ai repris ici l'exemple d'un point, un point en 2 dimensions. Voilà, bon bah j'ai X et Y, ça peut être un point avec n'importe quelle valeur positive ou négative, il n'y a pas vraiment de contrôle à faire, il n'y a pas vraiment besoin de s'assurer de valider des tests précisément pour ce point, alors si c'était le cas ça changerait les choses, mais c'est juste en fait un type, voilà, je crée un type qui regroupe un certain nombre de données, sans plus. Donc généralement j'utilise des structures pour cela, puisque c'est public, il n'y a pas besoin de cacher certaines choses, ça fonctionne tel quel, vous voyez on peut y accéder, on peut modifier, pas de problème. Par contre, à partir du moment où je vais vouloir vérifier, en fait, qu'il y ait des invariants, donc par exemple vérifier, je sais pas moi, que, par exemple, je reprends l'exemple du point, et bien ici, que ça ne dépasse pas telle valeur pour Y, ou que ça ne rentre pas, en fait, dans X dans telle valeur. Si par exemple, on veut que ça suive un périmètre valide, et que ça ne sorte pas d'une carte, par exemple, ce point, et bien, à partir de là, comme nous devons réaliser des tests, d'accord, pour vérifier, en fait, que les données restent correctes toute la durée de vie de ce type, en fait, de cette donnée-là, et bien à ce moment-là, s'il y a des contrôles à faire, s'il y a des vérifications à faire, d'accord, pour s'assurer en fait de l'intégrité des données et qu'elles sont valides du début à la fin de l'existence de l'information, et bien on va plutôt utiliser des classes. Mais encore une fois, ce n'est pas une règle absolue qui dit que vous devez absolument faire comme ça. Il y a des gens qui peuvent utiliser vraiment des structures et changer des choses en privé ou inversement. Voilà, moi je vous dis plus ce que j'ai l'habitude de faire, ce que certains ont l'habitude de faire aussi. On fonctionne généralement comme ça. Voilà, on garde structure pour vraiment les structures un peu à l'ancienne, regroupement de données. On est sur de la donnée publique. Et en revanche, tout ce qui doit faire appel à de l'encapsulation, tout ce qui fait appel à des invariants, et donc de besoin de faire des tests, des assertions, tout ce que nous avons vu précédemment, on va plutôt utiliser ça. Je vais enlever le code ici, et on va changer justement ce point, considérant par exemple, alors ça c'est un choix encore une fois, c'est le développeur qui choisit ou non des règles en fait de vérification sur les données qu'il veut manipuler ou qu'il veut fournir. Donc là moi je considère maintenant le point c'est propre à par exemple une carte, et encore une fois je ne veux que ça obéisse à certaines règles, que le point ne sorte pas, il n'ait pas par exemple des coordonnées supérieures à telle valeur ou inférieures à telle valeur. Donc il va y avoir des vérifications à faire pour que les coordonnées ne soient pas n'importe quoi. Donc à partir de là, je vais créer une classe. Point, avec le petit point virgule à la fin, et voilà. On verra par la suite pour les informations, parce que je n'ai voyé qu'il n'y a pas ici la coordonnée X et Y, on complétera ça par la suite sur une autre vidéo, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, je préfère qu'on étale sur plusieurs vidéos plutôt que de tout voir d'un coup, ce qui ferait beaucoup de choses à assimiler en une fois. Et à partir de là, je peux créer tout simplement le point, tel quel. Alors à ce stade, pour se dire bon après tout, et ce qu'on a vu jusqu'à présent, essayons d'afficher quelque chose. On a une variable après tout ici, d'accord, de type point, donc c'est cette classe-là. On a créé un objet en fait, donc une instance. Une instance va être simplement une création, d'accord. On a créé un objet à partir de ce modèle de classe. Voilà, à partir de ce modèle de classe qui représente un point, on a créé un objet qu'on a stocké en fait, qui est mémorisé dans cette variable P. Donc faisons la chose la plus simple qu'on a pu voir précédemment, en voulant afficher P. std. On n'a qu'un seul fichier, donc ça va aller. Hop.
Voilà ce que nous avons. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les erreurs, parce qu'en plus, il y en a plein qui ne seraient pas suffisamment, on va dire, explicites par rapport à l'erreur que nous avons, mais ce qu'on voit surtout, c'est ça. Voilà, c'est que visiblement, on essaie de convertir ceci, donc le type P qui est de type point, vers un const sign char étoile, donc un pointeur sur char qui est signé et qui est constant, d'accord? Donc on a plein d'informations, et à partir de là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Pour la raison simple, votre ordinateur ne sait absolument pas comment afficher ça. Vous pouvez lui demander d'afficher un entier, un flottant, une chaîne de caractères, parce que nous avons le type stdstring, qui a été créé par les concepteurs de C++, donc tout ça il s'en sort, il a déjà ce qu'il faut. En revanche, utiliser cet opérateur, donc l'opérateur de flux, sur un objet, une variable de ce type point, votre ordinateur ne sait pas comment faire. Parce que, encore une fois, c'est une boîte noire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un point? En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il y a comme information? Et ici, à juste titre, il n'y a rien. Il n'y a aucune donnée en fait membre, aucun attribut comme on le verra plus tard. Pour le coup, il n'y a rien. C'est vraiment une classe avec aucune information indiquée. Donc là, il faudra, et nous verrons ça plus tard par la suite, comment surcharger les opérateurs, c'est-à-dire en fait de définir des méthodes, donc des fonctions propres aux classes, pour dire, dans ce type de données, voilà comment tu dois en fait te comporter quand on utilise cet opérateur-là. Et on pourra le faire avec plein d'opérateurs, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, opérateurs d'affectation, et d'autres encore. Donc nous verrons tout ça plus tard. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Donc nous allons devoir essayer de voir comment on peut récupérer de l'information pour voir qu'on a bien réussi à créer quelque chose. Et pour cela, votre classe va fonctionner très simplement. N'oubliez pas que c'est un modèle, un moule de fabrication, pour être assez simple. Et le langage, donc le compilateur, etc., va procéder par différentes étapes. Même si ici nous avions écrit très peu de code, il y a en fait beaucoup de choses qui ont été complétées à la compilation. Votre objet, d'accord, va être créé, donc l'instance va avoir une certaine durée de vie, son utilisation, et ensuite va être détruite, libérée. Nous avons pour cela deux mécanismes qui rentrent en compte ici en programmation objet, le constructeur et le destructeur. Et je ne rentrerai pas trop en détail, parce qu'en C++, nous avons plein d'autres choses qu'on verra également par la suite, sur la gestion des responsabilités des données, la libération des ressources, etc., ou l'acquisition des ressources. C'est des choses que nous verrons également en détail plus tard. Par défaut, si on ne spécifie rien, et c'est effectivement le cas ici, eh bien, au niveau de la compilation, beaucoup de choses vont être créées. Il va y avoir un constructeur par défaut qui va être créé, sinon ici le programme aurait tout simplement planté, parce qu'il aurait dit comment je construis une instance de type point, je ne sais pas comment faire, donc ça n'aurait tout simplement pas marché. Nous avons également un destructeur par défaut qui a été fait, parce que sinon nous aurions des fuites de mémoire, ce qui serait un peu dommage, et ainsi de suite, d'accord? On a même éventuellement un constructeur de copie, mais on verra ça plus tard aussi. Nous pouvons bien évidemment créer manuellement ces constructeurs, si nécessaire. Je vous montrerai également pour le destructeur, même si le destructeur c'est beaucoup moins pertinent, surtout à ce stade du cours, mais comme je ne vais pas faire une autre vidéo plus tard dessus, précisément sur les destructeurs, eh bien on va l'aborder ici. Commençons déjà par les niveaux d'accès. Vous allez avoir quelques niveaux d'accès, à savoir public, private, et un que nous verrons un peu plus tard, protected, notamment quand on parlera d'héritage. Considérez, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, les structures, les données sont publiques par défaut, c'est-à-dire que les données ont ce niveau d'accès-là, par défaut. Les classes ont ce niveau d'accès-là, par défaut. Donc si vous n'indiquez rien. Donc ici, tout ce que je vais noter dans ma classe sera privé. Il est préférable, en tout cas moi c'est un choix que je fais, pareil vous faites comme vous voulez, mais je trouve, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que je le recommande assez souvent, je préfère un code qui explicite les choses plutôt qu'un code où on en déduit ou on a l'information de manière implicite. Parce que quand c'est implicite, surtout quand vous travaillez avec plusieurs langages de programmation, vous pourriez oublier que en PHP en fait par défaut c'est tel niveau d'accès, mais en Java en fait c'est pas le même, et en C++ c'est pas le même, ou si ça utilise des packages, des modules, ça change aussi, etc. etc. L'avantage de l'écrire, c'est que nous sommes sûrs du niveau d'accès. Tout ce qui va être mis ici sera public. Et tout ce qui va être mis là, alors moi je mets généralement ce qui est public d'abord et ce qui est privé ensuite. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse davantage aux fonctionnalités, donc ce qui est l'interface en fait, ce qui est mis publiquement à l'utilisateur, plutôt que les données encapsulées, qui sont elles privées, qui nous intéressent beaucoup moins. Mais vous pouvez bien sûr mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc voilà comment vous pouvez faire, donc jusqu'à ce que ça rencontre un autre niveau d'accès, et bien en fait ça garde le niveau d'accès qu'il y a là. Donc ici, tout ce qui va être ici sera public jusqu'à rencontrer ce nouveau niveau d'accès qui devient privé, cette nouvelle étiquette, et qui change le niveau d'accès au niveau de la classe. Donc ça on le verra plus tard, ça ne vous intéresse pas. Par contre ce qui est public,
on va avoir besoin puisque le constructeur est un élément public de la classe. Sinon, on ne pourrait pas construire en fait notre point. Et le constructeur par défaut est très simple à écrire. Vous mettez le nom de la classe, des parenthèses vides, et ici un point virgule puisque nous sommes dans de la définition. Et d'ailleurs à ce stade, nous allons tout de suite prendre l'habitude de travailler correctement avec un fichier d'entête. Donc je vais faire point hpp et point cpp. Ici nous l'ajouterons par la suite. Voilà, je peux mettre les deux. On verra bien. Et comme ça, la classe qui est ici, donc ça je vais l'enlever. Hop, vous voyez, on réduit ici pour que dans main cpp on ait vraiment que la fonction main. Et ici je peux mettre tout ça. Et bien sûr, je vais pouvoir en fait, hop, une def, j'y arrivé. Voilà. Ok. Donc, fichier d'entête, les définitions, les prototypes éventuels, l'implémentation de tout ça dans un fichier source qui correspond en fait. Et après, comme ça, vous pouvez le réutiliser directement ici. Donc, ceci est le constructeur, tout simplement. Et nous allons l'implémenter. Parce qu'on a actuellement un constructeur par défaut ne fait rien. Donc un constructeur par défaut, c'est un constructeur où on ne renseigne aucune information, aucun paramètre, aucun argument lorsqu'on va créer l'objet. Donc c'est en fait ce que nous avons fait ici. Vous voyez, on fait implicitement appel au constructeur par défaut. Si nous n'en avons pas défini manuellement, comme je vous l'ai dit, au niveau de C++, il va être généré, voilà, il sera fabriqué automatiquement. Mais si nous le créons et nous l'implémentons nous-mêmes, eh bien évidemment c'est celui-ci qui sera utilisé à la place. Donc là, pour l'implémentation, on va utiliser l'opérateur de portée, comme nous l'avions vu un peu précédemment. Vous allez indiquer le type en question, l'opérateur de portée, et ensuite, eh bien, vous reprenez en fait exactement le prototype, sans le point virgule, bien évidemment. Et voilà. Pour le moment, on va rester là-dessus, on viendra sur d'autres manières d'écrire ici en termes de syntaxe. On va rester sur un exemple simple. Et là, nous allons juste afficher création d'un point. Donc là, ça ne pose pas de problème, évidemment, hein, l'opérateur de flux, puisqu'on affiche une chaîne de caractères. D'accord, on n'est pas en train d'essayer d'afficher un objet de type point. Okay, donc il n'y a évidemment aucun souci. J'ai oublié les guillemets ici. Voilà, création de l'objet. Et au moins, nous aurons un élément visuel pour nous indiquer, ah oui, effectivement, on a bien créé quelque chose. On y va. Alors, j'ai rien oublié, parce que comme on a changé pas mal de choses. Point... Ici, je pense que c'est bon, de toute façon c'est une petite erreur, on le verra, mais c'est quand on parle en même temps. Ah, ouais, il manque quelque chose. To point. Oui, c'est normal, je ne compile pas tous mes fichiers. Attendez, hop. Voilà. En tout cas, tous les fichiers sources. Voilà. Et là, vous voyez, création d'un point. Donc, on a bien le constructeur qui est appelé et on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est créé. Mieux encore, on peut afficher l'instance courante, donc ça affichera une adresse, mais ça n'a pas l'information telle qu'elle, n'a pas d'importance, mais c'est plus pour vous dire, ah oui, l'objet est là en fait, où nous pouvons utiliser le mot-clé 10, qui représente l'instance courante. Alors ça, souvent, j'ai remarqué sur d'autres vidéos, où j'avais souvent la question en commentaire, les gens me disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire l'instance courante? Je ne comprends pas. Alors je vais vous l'expliquer juste après s'il faut. Je vais revenir un peu là-dessus. Donc vous voyez, vous avez ce genre d'adresse, donc évidemment si je réexécute ça change. Alors n'oubliez pas aussi, il peut y avoir des systèmes de cache qui font que vous ne verrez pas forcément l'adresse changer. Ça dépend, mais là vous voyez un petit peu l'adresse de l'objet qui change, donc c'est un nouvel objet qui est créé à chaque fois, un peu comme si c'était une signature. Ok. Si je fais ceci, voilà. Qu'est-ce que j'entends par l'instance courante? Eh bien c'est justement ça. Là j'ai créé deux objets. Et 10 va faire référence à l'instance qui est en cours, d'accord? Ça, c'est un mot-clé pour dire l'objet en question, d'accord, qui a appelé en fait ceci. Donc là, on en a deux. On a P et P2. Donc 10 fera référence successivement à P, puis à P2, puisque nous avons fait les appels à ce moment-là. Ça permet en fait de distinguer chacun des objets, parce que vous ne pourriez pas indiquer ceci. On n'a nulle part transmis l'information.
mais encore moins ceci. Donc on a un code plus, on va dire, global, générique, qui dit 10. Et bien en fait, dès que tu as une instance, celle qui est utilisée là en ce moment, celle qui a fait l'appel en fait à la méthode, et bien tu fais référence à celle-ci. Donc à ce stade, nous n'irons pas plus loin, on abordera dans la prochaine séance les attributs, les méthodes, donc on verra comment créer des constructeurs plus complets avec des données, et ne pas se contenter seulement du constructeur par défaut. Et d'ailleurs, quand on abordera d'autres constructeurs, on pourra indiquer au compilateur de ne pas le créer automatiquement, ce constructeur par défaut, en utilisant notamment le mot-clé delete de cette manière-là. Donc on verra ça de toute façon par la suite, ne vous en faites pas. Autre point que nous pouvons voir également à ce stade, d'autres manières de construire finalement nos objets, et on terminera par le destructeur en l'occurrence, notamment de faire de la construction par copie. Donc un constructeur de copie, il est appelé lorsqu'on fait ceci par exemple. Je déclare un nouvel objet, enfin une nouvelle variable en fait qui va être de ce type-là, et construit à partir de cet autre objet. Ce constructeur de copie est créé par défaut, bien évidemment, mais nous pouvons l'implémenter nous-mêmes, tout simplement, de cette manière, en faisant donc une référence, d'accord, vers ce type-là, constante, important, parce qu'on ne fait pas de modification de l'objet ici en question. Et là, même si nous n'allons rien copier explicitement, à indiquer spécifiquement comment nous faisons cette copie, c'est juste pour l'aspect visuel, que vous voyez un petit peu ce que l'on fait. Voilà. Que vous voyez qu'on passe bien par ce constructeur de copie. Bon, ça c'est un... Ah, j'ai oublié. Par contre l'autre c'est un avertissement parce que je n'utilise pas la variable, donc ce n'est évidemment pas grave. Et c'est parfaitement normal. Et voilà, vous voyez qu'on a bien la copie qui est faite. Donc vous pourrez rencontrer ça, et si un jour vous avez vraiment besoin de faire manuellement la copie d'un objet à partir d'un autre, parce que les données sont un peu complexes, bah sachez que vous pouvez l'implémenter. Sinon vous pouvez vous contenter du constructeur de copie par défaut, ou voire même ne pas en utiliser aussi, on peut le désactiver si on veut, parce que ce n'est pas forcément nécessaire, hein, d'accord. C'est pas parce qu'on crée une classe qu'on va forcément faire un constructeur de copie, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous pourrez rencontrer également un constructeur de déplacement, donc ça c'est pareil, c'est plus pour la syntaxe, vous verrez en fait quelque chose sous cette forme. Donc ce n'est pas une erreur de syntaxe, d'accord, avec deux et commerciaux ici, donc deux esperluettes. C'est tout simplement pour éviter la copie des données lorsqu'on va transmettre en fait la propriété, donc la responsabilité des données. Ça va transmettre la responsabilité des données à une autre variable sans effectuer de copie. C'est pour ça qu'on passe justement, on travaille avec de la référence aussi. Donc si vous rencontrez ce genre de syntaxe, ben voilà un peu comment ça se présentera. Et pareil, après on peut implémenter ça à ce niveau, il n'y a pas de problème. Voilà. Enfin, pour le destructeur, et j'enlèverai, bon, ça on va remettre ce qu'il y a ici, on va enlever tout ça, voilà, et ici, le destructeur commence par une tilde, comme ceci, pareil, pas besoin nécessairement d'implémenter le destructeur dans la majeure partie des cas, celui qui est généré automatiquement suffira, mais si un jour vous avez besoin de libérer des ressources précisément et spécifiquement à ce stade, bah vous pouvez l'utiliser. D'ailleurs on peut faire un appel nous-mêmes hein, au destructeur, on n'est pas obligé d'attendre en fait la fin de vie d'un objet. Et pour l'implémentation, donc nous c'est rapidement encore une fois, juste pour avoir un petit message et d'avoir un petit visuel pour la vidéo. Donc destruction de l'objet et on recompile, on exécute pour terminer cette séance. Voilà, donc l'objet qui termine par B1F et ensuite B1E sont créés et on voit que c'est B1E qui est détruit en premier et ensuite B1F. Comme ça vous voyez, donc c'est très pratique hein, ça, ce visuel là avec le mot-clé 10 si vous voulez suivre un petit peu la durée de vie de vos objets, surtout avec les concepts qu'on verra par la suite hein, au cours de ce chapitre. Vous pourrez vous souvenir de ça et de l'utiliser aussi et de faire des petits affichages pour voir un petit peu si vous avez la curiosité de voir un peu comment cela fonctionne. Voilà. Je pense qu'on aura fait le tour et on va s'arrêter ici. Dans la prochaine séance, nous aborderons les attributs et les méthodes, c'est-à-dire qu'on reviendra pour compléter un petit peu notre constructeur. On verra comment après on peut initialiser les données de ce dernier. Donc on va faire directement appel à l'encapsulation. On va avoir des données privées qui vont entrer en ligne de compte. On abordera les méthodes, puisque les méthodes en fait ce sont simplement des fonctions propres à une classe. Donc il y aura en fait, oui, j'ai même envie de dire rien de nouveau en réalité par rapport à ce que nous avons vu sur la séance sur les fonctions, puisque c'est la même chose. On réutilisera ça pour voir comment ça s'écrit en tout cas au niveau de l'implémentation. Et voilà, comme ça vous savez un petit peu ce qui vous attend
pour la suite. Moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas si vous avez des questions, il faut les poser dès à présent avant d'aller un peu plus loin dans ce chapitre sur la programmation objet, et je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.